Coucou tout le monde, je crois qu'on est live. Alors, je vais attendre que Facebook vous prévienne et puis je vais lancer le live sur Insta. Coucou Catherine. Je vous laisse donc le temps d'arriver. Et je lance le live aussi également sur Insta. Voilà. Coucou Marjo. Coucou tout le monde. Ça fait plus longtemps que je n'avais pas fait un live. Voilà, donc on est live sur Insta, on est live sur Facebook. Je vous laisse arriver et puis ensuite on démarrera le sujet. Donc on va discuter aujourd'hui des remèdes naturels contre les tiques et les puces. Je vous partagerai essentiellement mon expérience, ce qui marche moins bien. Allez, on va se donner encore 1 minute et puis ensuite on va commencer. Je n'avais même pas réalisé, je crois qu'en France, c'est un jour férié aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Je crois qu'il y a certaines personnes qui travaillent, si j'ai bien compris. Ok. Bon, bah, on va commencer doucement, mais sûrement. Et puis, de toute façon, le replay il sera dispo. Alors, je crois qu'Instagram a changé leurs paramètres, donc ça sera sur IGTV. Enfin, il va falloir que j'essaie de comprendre comment ça fonctionne. Sur Facebook, il sera dispo en replay et je le mettrai également sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous vous êtes inscrit, je vous enverrai tous les liens. Voilà. Ok. Bon, et ben c'est parti. Donc, bonjour, bonsoir tout le monde. Chez moi, il est 12h30, donc je suis au Canada. Donc, chez vous, 18h30. Donc, ça me fait super plaisir de vous retrouver. Oui, ça faisait depuis longtemps que je n'avais pas fait un live, depuis peut-être un mois. Donc, suite à un post que j'ai fait sur Facebook il n'y a pas si longtemps que ça, sur les produits conventionnels anti-puces, anti-tiques. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Donc, suite à un post que j'avais fait, il y a des personnes qui m'ont demandé mon avis là-dessus, ce que j'utilise. Donc, je me suis dit que ce serait l'occasion de faire un live pour discuter de tout ça et de ce que moi j'utilise, quel a été mon cheminement aussi exactement, là où j'en suis aujourd'hui avec mes animaux. Donc, pour ceux qui ne savent pas, j'ai une chienne donc de 14 ans. Que j'ai adopté à l'âge de 5 ans, donc c'était en 2011. Et j'ai un chat que j'ai adopté il y a 1 an et demi et qui a 13 ans. Donc à la maison, on n'a que des animaux gériatriques. Coucou Christelle. Mais dans l'ensemble, il se porte bien. Donc, Marc, c'est le chat. Et le chat, lui, c'est un chat d'intérieur, il ne sort pas. Même quand il fait beau, il sort sur la terrasse. Voilà, mais on ne laisse pas sortir, se promener comme ça à l'aventure dehors.
Et ma chienne qui dort là-bas, qui, elle, bah, elle est encore en bonne forme. On fait nos sorties habituelles. Voilà. Donc, Tika, je la traite de façon complètement naturelle aux antipuces contre les puces et les tiques, même si elle a eu elle a chopé quelques petites maladies. Je vais vous en parler, je vais vous expliquer tout ça. Ah, coucou Sandrine. Donc voilà. Alors, pour commencer, ben, je vais vous raconter un peu comment j'en suis venue à m'intéresser à tout ça. Peut-être je vais me présenter brièvement pour ceux qui nous rejoignent, qui ne connaissent pas encore. Donc, je m'appelle Sonia Bellon. Je suis alors, je travaille avec les animaux essentiellement. Je fais de la communication animale, je fais des soins énergétiques. J'aide aussi les gens lorsqu'ils veulent changer le régime alimentaire de leur animal, passer des croquettes à quelque chose d'un petit peu plus naturel. J'aide les gens en fonction du profil. Lors de la transition, il y a certaines choses à prendre en considération, surtout si l'animal n'est pas tout jeune. J'utilise aussi la médecine chinoise. Je suis formée en médecine chinoise pour chiens et chats. Donc, j'utilise l'acupression et l'alimentation, les caractéristiques énergétiques de l'alimentation. Donc, j'adapte tout ça en fonction du profil de l'animal. Et puis, au niveau humain, je fais des guidances. Ah, ça y est, donc je viens sur Insta. Coucou tout le monde. Et donc, au niveau, donc ça c'est animal, et puis au niveau des personnes, des humains, j'accompagne les personnes en utilisant différentes techniques de libération émotionnelle. J'utilise beaucoup les guidances. Alors, des fois, j'utilise les cartes, des fois, non. Donc, tout ça, ça se fait de façon intuitive. Et je suis prof de yoga. Donc, tout ce qui est bien-être animal. Et puis, au niveau humain également, j'utilise plein d'outils holistiques, puisque pour moi, c'est quand on travaille, que ce soit avec l'animal ou avec l'humain, il faut vraiment voir ça de façon entière. On ne peut pas, si on a un problème à un endroit au cœur ou au foie, on ne peut pas simplement regarder ce qu'il y a avec cet organe-là. Il faut regarder la personne ou l'animal en entier, que ce soit au niveau physique ou au niveau énergétique. Donc, ça a toujours été mon approche pour moi-même. Et ensuite, j'ai commencé à l'appliquer avec les animaux et puis avec les humains. Voilà. Alors, donc, pour en revenir au sujet d'aujourd'hui, donc remède naturel anti-puce, anti-tique. Je vais vous expliquer un peu quel a été mon parcours. Donc, en fait, quand j'ai adopté ma chienne, je suis allée donc à la première visite vétérinaire de contrôle. Et tout de suite, la vétérinaire m'a parlé des vaccins, de la routine anti-puce, etc. Et donc, je me suis retrouvée avec donc une boîte de Révolution. Alors, la marque Révolution, je ne sais pas si ça se trouve en France. Mais donc, c'est des petites pipettes qu'on met à la base du cou. Donc, c'est topique et puis ça rentre dans le sang et il faut faire ça tous les mois. Et après, bon, c'est vrai, je ne me suis pas posé de questions. Je pensais que c'était c'était ce qu'il fallait faire. Hein, donc, j'ai commencé à faire ça. C'est vrai qu'avec le recul, je me dis, bon, j'habite quand même en ville, il n'y a pas énormément de
je suis quand même dans une zone à risque de la maladie de Lyme, de l'anaplasmose. Je parlerai un petit peu de ces maladies-là après. Coucou tout le monde, merci pour les cœurs et tout, c'est super, j'adore. Et donc, a priori, en ville, il n'y a pas trop de risques, mais j'habite quand même dans une zone à risque pour la maladie de Lyme. Donc, mais a priori, notre mode de vie, Tikas et une Chihuahua, on ne va pas vraiment dans la campagne, surtout au Canada, aussitôt qu'on sort de la ville, c'est vraiment très nature avec des ours, des élans, etc. quoi. Donc, c'est vraiment la nature sauvage. Donc, oui, là, aussitôt qu'on sort de là, ça peut être, il faut vraiment faire attention, mais en ville, a priori, il n'y a pas trop de risques. Donc, mais bon, j'avais pas réfléchi quand même à tout ça, donc on me donne les pipettes et tout. Et puis, j'ai fait ça pendant, j'ai mis les pipettes, vous voyez, le produit, je pense, pendant à peu près presque un an. Je me suis quand même arrêtée pendant l'hiver, parce qu'il y a certaines personnes qui font ça dans, tout le long de l'année. Ça dépend où vous habitez, mais ici, en hiver, il n'y a quand même pas besoin. Et bon, tout ça pour dire que un jour, je ne sais pas ce qui m'a pris. En fait, j'ai décidé vraiment de regarder en détail tout le livret des instructions en fait pour mettre le produit. Avant, j'avais regardé ça de façon, j'avais survolé ça, on va dire, c'est relativement simple à mettre puisque c'est qu'une petite pipette unidose. Donc là, cette fois-là, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai regardé la notice en détail, j'ai tout lu et j'ai commencé vraiment à me poser des questions limite à avoir peur parce que la liste des précautions d'emploi était comme ça. Il fallait faire attention à ne pas s'en mettre sur les mains, se laver les mains aussitôt qu'il y avait contact avec la peau, etc. Et donc là, je me suis dit, c'est quand même bizarre puisque apparemment, ça a l'air d'être inoffensif pour nos amis les chiens et les chats. Par contre, nous, si on s'en met sur la peau, ça peut être dangereux. Donc, je me suis dit, il y a quand même un truc qui sonne faux là-dedans. Donc, j'ai commencé à faire mes recherches. Et donc, là, je suis tombée sur beaucoup de choses, d'articles. Il faut savoir qu'à la base, je suis biologiste. Donc, biologiste de formation. J'ai travaillé beaucoup dans l'étude des comportements de l'animal. J'ai étudié les orang-outans en Indonésie, les baleines au Canada, aux îles Canaries. J'ai travaillé aussi dans l'étude de l'écosystème aux États-Unis du lac Michigan, parce qu'il y avait des tumeurs qui étaient retrouvées sur le zooplancton. Donc, tout ce qui est articles scientifiques, c'est là où je vais chercher mes sources. Et donc, j'ai commencé à trouver des choses qui sont assez intéressantes et dont les vétérinaires. Alors, encore une fois, je ne peux pas trop parler de comment ça se passe en France. Alors, n'hésitez pas à partager ça d'ailleurs dans le chat parce que je serais curieuse de savoir si votre vétérinaire vous explique bien tout, qu'est-ce qui est en fait contenu dans ces produits anti-puces, anti-tiques, quels sont les effets secondaires, etc. Parce que moi, de la façon dont ça s'est passé, on m'a vraiment donné la boîte comme c'est quelque chose de complètement anodin, il n'y a pas de souci, il n'y a même pas eu de discussion là-dessus. Par contre, quand on regarde la posologie, le petit livret qui va avec, là, en fait, on se rend compte que ce n'est pas vraiment nécessairement le cas. Donc, moi, de mon vétérinaire, je n'ai eu strictement aucune information. J'ai dû aller les chercher moi-même. Et
Et donc, je me suis retrouvée à lire plein d'articles et notamment à voir en fait des vidéos d'animaux qui, qui ont développé des problèmes neurologiques essentiellement, mais pas que, avec des convulsions, des gros problèmes qui devaient être sous médicaments pour calmer les convulsions suite à une première application de produits anti-puces anti-tiques. Et puis, donc, ça, on en parlait, j'en avais jamais entendu parler avant. Je vais vous donner juste quelques petits chiffres au passage. Ça, ces chiffres-là, c'est des chiffres qui sont, faut vraiment chercher pour pouvoir les trouver, quoi. C'est pas, c'est de l'information qui n'est pas donnée par les vétérinaires, quoi. En tout cas, de mon expérience à moi. N'hésitez pas à partager. J'aimerais vraiment savoir si de votre côté, votre vétérinaire, si vous ou si vous utilisez toujours, si votre vétérinaire vous a informé vraiment des risques, des effets secondaires de ces produits conventionnels. Alors, juste pour en citer quelques-uns. Donc moi, j'ai dit, celui qu'on m'avait donné, c'était, je crois que c'était Révolution. Je ne crois pas qu'ils sont en France, mais il doit avoir un autre nom en France. Il y a Bravecto, NexGard, Simparica, Credelio, Scalibor, Confortis. Pour les plus connus. Il y a aussi, je crois, il y a Frontline aussi, celui-là je le connais en France. Et puis il y a aussi des colliers aussi anti-puces anti-tiques. Alors, il y en a qui s'appellent, je crois, c'est Scalibor, Shield. Et donc, je suis tombée sur des chiffres. Oui. Je suis tombée sur des chiffres donc, qui sont tirés de l'Agence européenne du médicament et qui datent de octobre 2019. Alors ça, ce sont des chiffres officiels. Ce sont des chiffres officiels. Donc pour Bravecto, il a été répertorié plus de 13 000, enfin presque 14 000 réactions. Alors, ce n'est pas spécifié, mais c'est des réactions suite à ce médicament-là. Donc, plus de 14 000 et plus de 3 000 décès. NexGard, presque 30 000 réactions avec 1200 décès. Confortis, on est à 6500 réactions et presque 2000 décès d'animaux. Simparica, c'est 3200 décès, 380, presque 400 morts. Credelio, c'est 258 décès, 258 réactions, pardon, et presque 70 décès. Donc ça date d'octobre 2019. Alors, il faut voir qu'en plus, ces chiffres-là, ce sont des réactions et des morts qui ont été répertoriées. Mais il faut voir que toutes celles qui n'ont pas été répertoriées, et en général, celles qui sont répertoriées, c'est lorsqu'il y a une réaction immédiate suite à l'application du produit. Mais il faut voir aussi que ces produits-là peuvent avoir des réactions, déclencher des maladies des années après.
Et donc là, le lien avec le médicament, c'est impossible à faire. Donc ça, c'est pas pris en compte non plus dans les chiffres que je vous donne. Donc au final, si on ajoute tout ça, ça fait presque 53 000 animaux qui ont eu des réactions. Et ça inclut 6 800 morts d'animaux. Voilà. Mes chiennes, donc Christelle me dit, mes chiennes prenaient Bravecto, mais j'ai arrêté en voyant des articles sur le net. Ouais, voilà. Alors, donc ces médicaments-là, donc ils peuvent entraîner des irritations à l'endroit où on les met. Ils peuvent entraîner des paralysies, des convulsions. Moi, j'ai vu des vidéos d'animaux qui convulsaient. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant à voir et certains meurent suite à ces convulsions-là quand même. Donc oui, il y a pas mal d'effets secondaires qui sont souvent pas mentionnés. Et donc ces produits-là, ce sont, qu'est-ce que c'est? Ce sont des insecticides et des pesticides. Alors, les insecticides et pesticides qu'on utilise, nous, en grande surface, quand on a des problèmes avec des fourmis, par exemple, etc. En général, je ne sais pas si vous avez vu, mais la notice à l'arrière, ça met souvent danger mortel ou faire attention à ne pas ingérer, etc., etc. On voit clairement que ce sont des produits qui sont dangereux quand même pour la santé. Mais apparemment, on peut les mettre en topique sur nos animaux sans problème. Apparemment, c'est ce qu'on nous dit. Donc, c'est quand même, on a quand même deux sons de cloche un peu différents. Et puis aussi, j'ai lu qu'il y a de plus en plus de vétérinaires qui voient des animaux qui ont des maladies liées aux tiques, ça aussi on va en parler, alors qu'ils sont d'une part vaccinés contre la maladie de Lyme. Je ne sais pas si le vaccin existe en France, mais ici il existe, même si les résultats sont très peu probants, ça n'a pas l'air d'être efficace du tout, mais en tout cas, le vaccin existe et donc ces vétérinaires ont vu qu'avec le vaccin plus les produits chimiques, il y a quand même de plus en plus d'animaux qui attrapent des maladies suite aux puces. Donc c'est vraiment à se demander vraiment l'intérêt de ça, puisque ça, en plus c'est dû au fait que les tiques et les puces développent une résistance à ces produits chimiques. Donc voilà pour tout ce qui est produits chimiques et en fait ce que j'ai découvert suite à ça. Et puis donc la marque Advantix. Plus que ça, mais en tant qu'éleveur, j'ai cherché toute seule. Voilà. C'est ça, Sandrine. Hein. Souvent, c'est à nous d'aller chercher l'information puisque on nous la donne, on nous les donne pas. Donc, en ne nous donnant pas d'informations, on suppose que il n'y a pas de souci. Donc, c'est vraiment à nous d'aller chercher l'information, c'est sûr. Donc voilà pour tout ce qui est en relation avec ces produits chimiques-là. Et donc, j'ai commencé à faire donc des recherches pour savoir ce qui était naturel, parce que c'était hors de question que je continue à donner ce genre de choses à ma chienne. Alors, quand on parle de remèdes naturels, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça demande un investissement personnel. C'est vrai que la chimie, c'est plus pratique dans le sens où on met les petites gouttes
Et puis, c'est quand même fort, hein, comme je viens de l'expliquer. C'est des insecticides, pesticides. En plus, ces produits-là, ils ciblent spécifiquement le système euh, neurovégétatif des insectes. Donc, ça a des implications aussi sur le système nerveux de nos animaux. C'est pour ça que ça peut entraîner des paralysies et des convulsions. Hein. C'est quand le système nerveux central est impacté. Donc, ça peut être efficace. On n'a pas à s'en occuper. Aussitôt qu'on décide de choisir une autre voie et de partir dans tout ce qui est remède naturel, ça demande un investissement plus important. Puisque il va falloir brosser son chien après chaque promenade, il va falloir inspecter de façon très régulière. Ça demande plus de soins à son animal. Euh, donc, ça va aussi rentrer dans la balance si vous voulez vraiment vous orienter vers la voie naturelle. Voilà, j'ai déjà eu des discussions avec des gardiens qui, eux, ils n'avaient pas le temps, en fait, de s'occuper de leur animal comme ça, préféraient la voie chimique pour ces raisons-là. Donc ça, c'est à vous de voir en fonction de votre mode de vie, le temps que vous voulez mettre euh, pour mettre en application tous ces remèdes-là. C'est vrai que ça prend plus de temps, mais pour moi, ça fait partie aussi d'un moyen de maintenir la relation avec mon animal au niveau personnel. C'est un tout, en fait, ça rentre dans ma relation avec mon animal. Donc pour moi, je ne vois pas ça comme quelque chose de... Ça peut être contraignant, mais moi, ça me fait plaisir, en fait. Ça fait vraiment partie, ça rentre dans le cadre de la relation que j'ai avec mon animal. Donc, il y a plusieurs choses à prendre en considération avant de se lancer sur cette voie-là de produits naturels. Il faut évaluer déjà quel est le taux d'infestation tiques et puces là où vous vivez. Est-ce que vous vivez en ville? Est-ce que vous vivez à la campagne? Est-ce que vous vivez dans un endroit où il y a des forêts? Il y a des herbes hautes. Est-ce que c'est une zone à maladie de Lyme, par exemple? Donc, il y a tous ces facteurs-là à prendre en considération. Si vous avez un chien, est-ce que vous faites de longues promenades dans ces zones-là ou est-ce que vous faites plutôt des promenades dans le village ou en ville? Est-ce que vous avez un chat d'intérieur? Dans ce cas-là, si c'est un chat d'intérieur comme Marc, qui est en train de dormir juste à côté de moi d'ailleurs, c'est un chat d'intérieur, donc il n'y a pas besoin. En extérieur, il faut voir les mêmes considérations, ce qu'il y a aux alentours, les risques, la prévalence de certaines maladies, etc. à prendre en considération. Ça, c'est le premier aspect. Donc, deuxième aspect, il faut voir donc la prévalence de certaines maladies, puisque donc les tiques et les puces peuvent être porteurs de certaines maladies. Alors, pour les tiques sont porteuses, on connaît maintenant de plus en plus la maladie de Lyme. Alors, la maladie de Lyme, elle se caractérise ou elle se manifeste, on va dire, chez le chien et le chat de façon différente que chez l'humain. Donc, en général, les animaux sont moins affectés. Et ma chienne a eu la maladie de Lyme. J'ai fait une vidéo à ce sujet-là. Je la trouverai sur ma chaîne YouTube. J'explique en fait tout mon parcours
tout ce qui s'est passé et donc aujourd'hui, comment elle va. La maladie de Lyme, ça peut entraîner des problèmes d'inflammation comment on appelle ça, j'ai les mots anglais qui me viennent, des articulations, de la léthargie, et encore une fois, ça se manifeste, c'est pas. Les animaux ont tendance à plus s'en sortir que les humains. Chez les humains, c'est un petit peu plus compliqué. Et je parle aussi d'une autre maladie dans la vidéo que j'ai faite sur ma chaîne YouTube qui s'appelle l'anaplasmose. Et la maladie de Lyme, comme l'anaplasmose, en fait, ce sont des maladies en général qu'on retrouve ensemble quand c'est diagnostiqué, parce qu'elles sont transmises toutes les deux par les tiques, et les tiques ont tendance à transmettre plusieurs maladies en même temps. Mais le problème, c'est le diagnostic, puisque les symptômes, ce sont des symptômes qu'on appelle non spécifiques, c'est-à-dire que c'est un petit peu de la léthargie, peut-être des fois de la perte d'appétit momentanée. Donc ici, au Canada, on teste lors des visites de contrôle annuelles. En général, la maladie de Lyme et l'anaplasmose font partie des tests qui sont effectués. Donc c'est comme ça qu'on a déterminé ça chez ma chienne, même si elle a eu des symptômes avant, comme ils étaient non spécifiques et que je n'étais pas très au courant de ça, j'ai pas... je ne l'ai pas emmené chez le vétérinaire tout de suite, mais les symptômes sont partis après. Si vous voulez savoir toute l'histoire, je vous invite vraiment à aller voir sur ma chaîne YouTube toute la vidéo. Elle est un petit peu longue, je crois qu'elle fait 30 minutes. J'explique tout ce qui s'est passé. Donc, l'anaplasmose, je crois qu'elle existe en France, mais encore une fois, c'est très, très peu diagnostiqué, en fait. Donc, si vous avez des zones à maladie de Lyme chez vous, c'est quelque chose à bien évidemment à prendre en compte. Les tiques vivent, aiment bien les zones boisées, les herbes hautes. Donc tout ça, c'est des foyers où il peut y avoir des tiques, donc à éviter. Et puis, les puces, elles peuvent entraîner, quand elles piquent, elles peuvent entraîner des allergies. En fait, c'est une allergie à la salive qui se développe. Donc, votre animal, il peut se gratter beaucoup à cause d'une allergie à la salive. Et puis, les puces sont également porteurs du ténia. Ma chienne l'a attrapé aussi. Elle s'en est très bien sortie. J'ai dû, par contre, sur ce coup-là, j'ai dû utiliser les produits chimiques, pas pour me débarrasser des puces, mais pour me débarrasser du ténia. Parce que, pour vous expliquer brièvement, en fait, elle perdait un petit peu de poids et elle commençait dans ses selles à avoir en fait, comment je décrirais ça, ça ressemble à un exosquelette d'insecte en fait. C'était quelque chose de très bizarre et je pensais que ça venait d'une infestation de puces ou de quelque chose. Donc je la lavais régulièrement, mais ça faisait rien puisque forcément je m'étais pas rendu compte qu'elle l'excrétait en fait par l'anus. Hein. Et donc, plusieurs mois après, j'ai commencé à avoir les petits morceaux du ténia dans ses selles. Et en fait, je l'aurais traité de façon naturelle, mais je devais partir en formation pendant un mois. Et donc, je me suis dit, comme c'était mon mari qui allait s'occuper de ma chienne pendant mon départ, pendant un mois, je me suis dit, bon, on va prendre
le chimique, mais bon, le chimique, c'est quand même seulement deux fois à prendre. Et j'ai ajouté des produits naturels en plus, dont je vais vous parler aussi, qui s'utilisent bien pour les puces et qui est aussi un vermifuge relativement efficace. Donc, j'ai utilisé ça avec le produit chimique et elle s'en est très bien sortie. Il n'y a pas de souci. Donc, tout ça pour dire que donc l'environnement à prendre en considération, prévalence de certaines maladies, voir quel est en fait votre mode de vie avec votre animal, si vous le sortez beaucoup ou pas, et à quel endroit. Alors, troisième point important, c'est que en fait, la meilleure prévention contre les puces et les tiques, eh bien, c'est de maintenir votre animal en excellente santé afin qu'il ait un système immunitaire au top. Quand un animal est en bonne santé en général, il a moins tendance à attirer les puces et les tiques qu'un animal malade qui ne va pas forcément super bien. Le chat qui passe. Donc, vraiment, la première chose à faire, c'est vraiment de maintenir votre animal maintenir un état de santé optimum chez votre animal. Alors, vous allez me dire comment on fait ça. Eh bien, le premier aspect, le plus important, c'est l'alimentation. On sait bien que chez l'humain, on dit de manger des fruits et des légumes, des aliments frais, etc. Mais étonnamment, pour nos animaux, on nous dit que des aliments hautement transformés comme les croquettes, c'est le mieux pour eux. Donc, encore une fois, on a des sons de cloche différents. Moi, je trouve ça toujours intéressant de voir en fait. Bon, on n'est pas nos organismes, on est des humains, les chats sont des chats, les chiens sont différents des chats et de nous. On est clair là-dessus. Mais bon, on reste quand même tous des mammifères. Et donc, c'est vrai que promouvoir une alimentation hautement transformée comme étant la meilleure alimentation pour son animal, moi, ça me fait toujours. Je me pose des questions. Voilà. Donc, la meilleure chose à faire, donc, c'est de donner un maximum d'aliments frais à votre animal, si possible du bio, pour éviter encore une fois les pesticides, les fongicides qui attaquent la flore intestinale. Et maintenant, hein, c'est clairement établi, la flore intestinale, c'est le siège de l'immunité. Donc, si vous voulez avoir un animal en excellente santé, il faut maintenir une bonne flore bactérienne, la promouvoir avec des aliments adaptés. Et donc, ça passe par une alimentation fraîche. Donc, je vous conseille et vous pouvez aussi changer l'alimentation de votre animal. C'est pas parce qu'il est peut-être âgé qu'il est trop tard. Au contraire. Je vais pas parler de l'alimentation là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que je ferai un webinaire si vous êtes intéressé. J'avais déjà fait une conférence en France là-dessus. Je pense que je vais la faire en ligne. Je pense que ce sera payant, mais pas très cher. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire aussi. Mais j'ai déjà eu plusieurs personnes qui m'ont contacté à propos de ça. Donc, je pense peut-être mettre ça en place où là, on voit en détail. Je vous explique en fait comment faire la transition, comment ça se passe au niveau de l'impact des croquettes sur l'organisme de votre animal, comment faire la transition. Je vous donne les bases, comme ça, vous avez toutes les clés en main.
Mais pour moi, je considère, rien que pour moi, l'alimentation, c'est ma première médecine. Donc, c'est normal que j'applique la même chose pour mes animaux. Donc, l'alimentation fraîche en priorité, ça va aider à booster le système immunitaire de votre animal et donc il attirera moins les puces et les tiques. Il y a aussi un autre aspect important de maintenir une bonne santé chez votre animal, c'est de limiter l'exposition à tout ce qui est produits chimiques chez vous, c'est-à-dire nettoyant tous les produits que vous utilisez chez vous. Moi, j'utilise uniquement du vinaigre de cidre pour nettoyer chez moi. Et j'utilise certaines huiles essentielles aussi, en petite quantité, puisque j'ai un chat et les chats sont plus sensibles, sont très très sensibles aux huiles essentielles. Ça peut entraîner des problèmes au niveau du foie, parce qu'ils n'arrivent pas, ils n'ont pas la capacité qu'ont les chiens au niveau du foie à filtrer les huiles essentielles qui sont dans le sang. Donc ça peut être dangereux pour eux. Mais j'utilise essentiellement le vinaigre de cidre comme nettoyant à la maison. Pensez aussi pendant la haute saison où il y a les puces et les tiques à aspirer chez vous régulièrement, à nettoyer l'endroit où votre animal dort. Ma chienne, elle a son petit lit, mais elle a aussi des couvertures, elle a plusieurs endroits où elle dort. Je lave ça régulièrement quand c'est la saison des puces et des tiques. Donc, ça demande encore une fois à être très régulier et s'investir dans tout ça de façon régulière. Alors, un autre aspect aussi, c'est de couper, en tout cas dans votre jardin, si votre chat ou votre chien va dans le jardin régulièrement, c'est d'avoir un jardin où vous évitez bien évidemment les herbes hautes. Donc, couper l'herbe régulièrement, tout ce qui est ombragé ou avec des feuilles mortes au sol, tout ça c'est propice aux tiques. Donc, votre jardin aussi est un lieu d'infestation, peut être un lieu d'infestation. Donc, plus vous gardez ça bien dans l'état, avec l'herbe coupée, pas de tas de bois, pas de feuilles, trop de feuilles au sol, moins vous aurez de chances d'infestation aussi. Voilà. Alors, la première chose à faire, alors là, c'est vraiment quotidiennement. Si vous arrêtez de donner des produits chimiques, c'est de brosser votre animal tous les jours. Alors, pour votre chien, ce sera après la fin de la promenade, de brosser et d'inspecter le poil après chaque promenade. Avec votre chat, si vous avez un chat qui vit à l'extérieur, à chaque fois qu'il rentre, même chose. Brossage et inspection, ça c'est vraiment le point numéro 1 à faire en quotidien. Inspection générale. Je vois que j'ai oublié quelques petits trucs importants au niveau de maintenir l'état immunitaire de votre animal au top. Donc, j'ai parlé de l'alimentation, j'ai parlé d'éviter les pesticides. Il y a aussi d'éviter la survaccination.
Avec la vaccination, survaccination, ça impacte la vitalité, on va dire, de votre animal. Donc, c'est quelque chose à surveiller aussi. Et un autre point dont on parle peu, c'est le champ électromagnétique chez vous, c'est-à-dire tout ce qui est en fait téléphone portable, tablette, ordinateur et Wi-Fi. Moi, à la maison, le soir, tout le monde met son téléphone en avion, en mode avion. J'éteins mon ordinateur complètement. Donc, j'ai une multiprise et je l'éteins, la multiprise, et j'éteins mon Wi-Fi. Donc, il y a des études qui ont été faites qui ont démontré que les champs électromagnétiques qui étaient émis par tous ces appareils électriques, en fait, avaient un impact sur la thyroïde et aussi bien chez l'humain que chez les animaux. Donc, pensez aussi à cet aspect-là de tout éteindre le soir lorsque tout le monde va se coucher, autant pour les humains que pour les animaux. C'est important. Voilà, je crois que c'était les deux points que j'avais oublié de citer avant. Donc, on revient au brossage. Donc, brossez votre animal lorsqu'il revient de la promenade et inspectez votre animal. Alors, pour ce qui est, si vous trouvez des tiques, il y a des pinces spéciales pour enlever les tiques, pour que la tête parte bien. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, allez tout de suite chez votre vétérinaire. Je crois que les vétérinaires aussi testent si la tique est porteuse de maladie ou pas. Ça donne aussi des indications de la prévalence de certaines maladies en même temps. Mais si vous le faites vous-même, pensez à désinfecter en fait l'endroit où votre animal a été mordu. En fait, pensez à désinfecter la plaie avec de la bétadine et de surveiller en fait l'état de votre animal dans les jours, les semaines à venir, puisque les tiques, ça prend quand même quelques heures jusqu'à 24 heures pour qu'elles transmettent des maladies. Donc, évidemment, plus vous enlèverez la tique rapidement, moins vous avez de chances, en fait, que votre animal soit infecté par une maladie. Donc, enlevez-la le plus tôt possible et désinfecter et surveiller l'état de votre animal si vous voyez un changement. Et des fois, c'est des changements qui sont très subtils. Hein. Ça peut être une très légère léthargie. Encore une fois, ce sont des symptômes non spécifiques, donc c'est pas toujours évident. Mais c'est des symptômes qui peuvent apparaître tout de suite après une piqûre, comme c'était le cas chez ma chienne, en fait, où elle a commencé à avoir, elle pouvait plus monter les escaliers pendant quelques temps, puis après tout est revenu à la normale. Et j'ai compris après que ça avait été une réaction suite à la piqûre avec de la tique. Mais pensez toujours à surveiller le comportement de votre animal après. Et de voir aussi la plaie. Parce qu'il peut y avoir une inflammation au niveau de la plaie. Et en général, quand la plaie devient inflammée, c'est elle a sûrement transmis une maladie à votre animal. Donc là, c'est direct chez le vétérinaire. Donc, le brossage. Deuxième chose, là, c'est plus à destination des chats. C'est l'utilisation de ce qu'on appelle, alors ça a plusieurs noms, l'herbe à chat, la catère, la menthe à chat aussi,
Donc ça, c'est reconnu pour être assez efficace contre les puces et les tiques. Et donc, ça, pendant la belle saison, vous en donnez un petit peu à votre chat dans l'alimentation. Et donc, ça peut, c'est relativement efficace d'après ce que j'ai vu, parce que ça va passer dans le sang et ensuite, ça va pas être, disons, les puces et les tiques ne vont pas être attirées par les animaux, les chats qui ont mangé de l'herbe à chat. Donc, c'est très efficace. Ça ne marche pas vraiment si vous frottez votre animal avec de la menthe à chat. Ça ne marche pas très bien parce que l'élément actif est en fait très volatile, donc il ne reste pas sur votre animal. Donc, la meilleure façon, c'est de l'ingérer, en fait, donc de le donner à votre chat avec sa nourriture. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent ou est-ce que tout est clair? Alors, je vois que j'ai manqué un paquet de commentaires. Alors, sur les effets, donc Catherine, tu nous disais, d'accord, une grande discussion sur les éventuels effets secondaires du Bravecto et NiceGuard avec ma veto. D'accord, très branché pour tout. Super. Elle me disait que vu le lieu où nous sommes et allons les balader et vu les monstres que nous avons, d'accord, des Saint-Bernard, Bouvier, d'accord, pas le choix. Ok. Les produits naturels ne permettent pas une efficacité tout à fait et vu que nous habitons en plaine, pas compliqué vu la durée de l'efficacité. Oui. Et secteurs de balade où les tiques sont porteuses de maladies. J'avoue que depuis j'utilise plus de pyro à la plasmose. Oui. Alors, ça, c'est un très bon point, Catherine. Je ne l'ai pas vu tout de suite. Un petit conseil pour si là, l'avantage d'utiliser le chimique, disons que l'avantage est plus important que l'inconvénient si tu es dans une zone à risque. Effectivement, tu peux utiliser le chimique puisque les risques sont trop importants de ne pas les utiliser. Le conseil que je donnerais, c'est dans ce cas-là, d'essayer de faire par exemple une rotation entre le chimique et le naturel. C'est-à-dire qu'un mois, tu peux faire le chimique et un mois, tu fais le naturel. Si tu te sens à l'aise avec ça, si ça te convient. Mais ça peut être un moyen, disons, de limiter les effets secondaires. Voilà, c'est sûr, j'appréhende le long terme, ça, c'est sûr. C'est que c'est très compliqué avec des poils longs. Ouais, je comprends. Sandrine qui nous dit alimentation, vaste sujet. Oui, tout à fait. On est en pleine étude de tout ça et il faut s'accrocher. D'accord. D'accord. Ok. Parfait. Donc, ah oui, et puis j'en rajouterai, Catherine, donc en plus du conseil que j'ai donné éventuellement de faire une rotation, je conseille également, si tu ne peux vraiment pas faire autrement, c'est de faire des détox régulières du foie chez tes animaux, puisque ces produits chimiques, pardon, sur le long terme, ils fatiguent quand même le foie. Donc là, je recommande de faire des détox du foie au printemps. Alors, les détox du foie, là, ça pourrait être une conférence à elle toute seule pour parler de tout ça.
Ça peut se faire en homéopathie, ça peut se faire en acupression, ça peut se faire en phyto. Il y a pas mal de choses pour la saison hivernale. Coucou à ceux qui nous rejoignent. Je pense que c'est un bon compromis. Oui, donc pour la saison hivernale, alors ça dépend où tu habites, mais bon, la saison hivernale, c'est pas toujours de la même longueur en fonction de là où on habite. Mais pendant les mois les plus froids, il n'y a pas nécessairement besoin. Ouais, la détox du foie, je recommande si tu peux pas faire autrement que de donner du chimique anti-puce, anti-tique. Voilà. Et puis aussi un autre point avant qu'on continue. Alors, je ne sais pas si ça existe en France, mais ici, pour les puces, on peut acheter en jardinerie des nématodes. Alors, les nématodes, ce sont des vers microscopiques qui sont totalement inoffensifs pour nous, mais qui se nourrissent en fait des œufs et des larves de puces. Donc, en mettant des nématodes en fait dans votre jardin, vous en fait déjà vous contribuez aussi à diminuer la population de puces aux alentours. Donc, regardez si c'est dispo en jardinerie, mais ici ça se trouve relativement facilement. À juste saupoudrer en fait à mettre dans votre jardin. En fait, c'est très simple d'utilisation. Voilà. Alors, donc, on parlait de l'herbe à chat qui est efficace. Donc, à donner, à ingérer à votre animal. En général, les chats, ils adorent ça. Donc, c'est pas très compliqué. Et donnez-leur pendant la saison des tiques et des puces. Ça marche relativement bien. Voilà. Alors, autre remède que j'affectionne particulièrement, c'est détox à base de quoi? Alors, comme je te disais, Catherine, la détox du foie, c'est un sujet, il y a pas mal de choses à prendre en considération. Il y a pas mal de choses à faire et là, c'est pas trop le sujet, mais peut-être j'en ferai une conférence une autre fois pour parler effectivement de la détox du foie chez nos animaux, comment faire ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Voilà. Mais comme je crois que tu as fait la formation déjà en médecine chinoise, il y a quelques points d'acupression que j'avais donnés. Tu peux utiliser pour faire rien que déjà ça. Tu fais au printemps une à deux fois par jour. C'est déjà pas mal. Ça aide à enlever les tensions au niveau du foie. Alors donc un autre remède naturel que j'affectionne particulièrement, c'est la terre de diatomée. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la terre de diatomée, mais en fait, ça ressemble presque à de la farine. En fait, c'est blanc. Et ce sont en fait c'est l'équivalent de la coquille d'organismes de coquillages microscopiques en fait. Et la particularité, ça s'utilise de façon, ça a différentes utilisations, on va dire. Pour les humains, c'est connu pour être ça purifie en fait tout ce qui est système digestif. C'est riche en silice. Ça contient énormément de minéraux. Il y a même d'ailleurs des agriculteurs qui donnent de la terre de diatomée à leurs animaux avant la reproduction pour avoir un meilleur taux de reproduction. Donc, c'est un apport super en minéraux et oligo-éléments. Moi, j'en donne à ma chienne
comme juste pour apporter tous ces minéraux et oligo-éléments. On fait ça en cure. Mais en fait, au niveau mécanique, comme ça contient de la silice, c'est en fait très très fin, c'est de la poudre. Hein, et ça fait comme, c'est très aiguisé, on va dire au niveau microscopique, ça fait des toutes petites lames. Et en fait, au niveau de l'intestin, là où se situent les vers, et ben en fait, ça permet de tuer. C'est pour ça que ça a une action vermifuge, parce que ça permet de se débarrasser des vers en ayant une action mécanique, en fait, en coupant les vers, quoi. Ah, alors je vois qu'il me reste plus trop de temps là, donc je vais devoir couper le. Euh, je vais peut-être relancer le live après sur Insta. Euh, parce que ça fait déjà 1 heure qu'on discute. Mon Dieu, que le temps passe vite. Alors, j'ai encore quelques petits points à aborder. Alors ceux sur Facebook, je vous demande juste un tout petit instant. Voilà, voilà. Oups. Petite pause momentanée. Je ne m'étais pas rendu compte. On était déjà à 1 heure de live. Alors, je vais tenter de relancer le live sur Insta et on va continuer. Ok, parfait. Merci de votre patience sur Facebook. Et voilà, donc je suis de retour sur Insta. Ça va être la deuxième partie. Je vais essayer de faire court. Donc la terre de diatomée, donc ça a un effet vermifuge également. Et un autre point important au niveau des tiques et des puces, ça a un effet déshydratant. Les puces en particulier, elles aiment les milieux humides. Et coucou à ceux qui nous rejoignent sur Insta. Donc, ça a un effet déshydratant très très puissant. Donc, en fait, les tiques et les puces ne supportent pas en fait la terre de diatomée pour cette raison-là. Ça a un effet très déshydratant, ça enlève toute l'eau du corps, donc il meurt en quelques heures. Alors, la terre de diatomée, ça n'a pas une action préventive. Mais ça a une action efficace lorsque les puces et les tiques sont là. Alors, il y a différentes façons de l'utiliser. Moi, une fois, j'ai eu une infestation de puces. Tika a eu des puces une seule fois. Elle les a ramenées à la maison. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai saupoudré régulièrement. J'ai fait ça c'est 1 fois par jour pendant une bonne semaine quand même, lorsqu'elle a été infestée. Donc vous saupoudrez ça sur la peau. Alors il faut faire attention au fait que comme c'est déshydratant, ça peut entraîner une sécheresse au niveau de la peau. Donc, vérifiez régulièrement l'état de la peau de votre animal et si vous voyez que ça commence à être rouge ou très sec, dans ce cas-là, mettez un soin
par exemple de l'huile de coco au niveau de la peau entre les fois où vous saupoudrez la terre de diatomée. Parce que ça peut être vraiment très irritant si la peau n'est pas bien hydratée. Mais sinon, vous mettez ça, moi j'ai fait ça régulièrement avec Tika, je lui ai mis sur le poil. Et la deuxième chose à faire, c'est non seulement sur votre animal, mais aussi mettre ça chez vous. C'est-à-dire que c'était un petit peu une zone de guerre chez moi, c'est-à-dire que j'ai mis de la terre de diatomée partout, sur les meubles, par terre. Donc vous saupoudrez ça. Alors, il faut faire extrêmement attention quand vous saupoudrez la terre de diatomée, c'est extrêmement volatile. Donc, je vous invite à mettre un masque et à vous assurer que votre animal, vos animaux ne sont pas dans le coin pour pas inspirer. Ça passe par les voies aériennes, par les voies respiratoires. Et vous en mettez sur le canapé, par terre, vous en mettez partout et vous laissez ça pendant au moins 24 heures et ensuite vous aspirez. Et donc ma chienne, moi je mettais sur elle comme ça régulièrement et on est venu à bout de l'infestation grâce à ça. Donc la terre de diatomée, je la prends aussi moi personnellement lorsque je veux faire une cure de minéraux. Je la dilue dans l'eau. Enfin, la terre de diatomée, on l'utilise tous à la maison de façon différente en fait. Mais c'est quelque chose, je dirais, ça fait partie de la trousse bien-être, trousse de bien-être à avoir chez soi. Ça a tellement de propriétés intéressantes que je vous conseille de vous en procurer. Normalement, ça se trouve en magasin bio. Assurez-vous que ce n'est pas celle qu'on utilise pour les piscines. Mais si vous allez en magasin bio, normalement, vous devriez pouvoir trouver ça, en fait, sans trop de problèmes. Autre remède que vous pouvez utiliser, j'en ai parlé donc tout à l'heure, c'est le vinaigre de cidre. Alors, non seulement pour désinfecter chez vous, c'est naturel et sans danger pour les animaux, mais en fait, lorsque c'est ingéré, ça donne en fait au sang un goût que les puces et les tiques n'aiment pas. Donc, pendant la saison des puces et des tiques, vous pouvez donner à votre animal, alors, en fonction de la taille, je dirais de un quart, une demi, voire pour les gros animaux, les gros chiens, je dirais une cuillère à café par jour, pas plus. Le vinaigre de cidre, ça a des propriétés au niveau du microbiote. Donc, ça favorise, ça stimule la flore intestinale. Donc, ça, c'est très, très bien au niveau immunitaire. Et puis, comme je l'ai dit, ça donne un goût pas vraiment attrayant pour les puces et les tiques. Donc, ça marche plutôt pas mal. Moi, je donne du vinaigre de cidre essentiellement pour maintenir les fonctions hépatiques chez ma chienne. Et puis aussi pour faciliter la digestion. Mais l'effet secondaire positif, c'est que c'est un puce antitique en même temps. Pour les chats, la quantité, c'est pas plus d'une cuillère à café par jour. Voilà. Alors, je regarde s'il y a d'autres. Alors, autre remède intéressant, c'est l'ail et la levure nutritionnelle. Alors,
L'ail, c'est souvent connu pour être toxique. On entend souvent que c'est toxique pour les chiens et les chats. Alors, c'est pas faux. Ça peut l'être. Mais tout ça, c'est lorsqu'il y a des... Ah, coucou Sabine. Euh, ça peut être toxique, c'est si c'est donné en trop grande quantité. Donc, pour les chats, je ne recommande pas l'ail, puisque là, ça peut être toxique vraiment pour eux. Donc, ne pas en donner aux chats. Pour les chiens, ça a des propriétés au niveau du système immunitaire. Alors, la meilleure façon de donner de l'ail, alors, en fonction de la taille, je vous recommande un quart pour les petits chiens, un quart d'une cuillère à café jusqu'à peu près une demi-cuillère à café par jour. Pendant la haute saison, il y a les puces et les tiques. Mais c'est pas en donner de façon régulière tout au long de l'année, c'est plutôt par cure pendant donc la période, je dirais la pire au niveau des puces et des tiques. Et moi, ma chienne, je lui donne oui, un quart, à peu près un quart. Alors, la meilleure façon de donner l'ail, c'est en fait de alors, pour un chat, le vinaigre de cidre, tu le donnes tous les jours ou en cure? Alors, pour le vinaigre de cidre, euh, euh, je conseille pour le chat, je conseille, euh, tu peux en donner ça, le vinaigre de cidre, c'est plutôt bénéfique pour les chats aussi. Donc, je donnerais ça tous les jours pendant disons, peut-être juillet, août, tu vois, 3 mois, quoi. Après, tu fais une pause quand même. Et après, tu reprends. Euh, voilà, il n'y a pas vraiment d'effet secondaire. Enfin, en général, euh, on peut donner ça pendant de relativement longues périodes. Moi, j'aime bien faire des breaks, des pauses entre les cures pour laisser un petit peu l'organisme ne pas trop s'habituer non plus. Donc, tu fais ça en cure de quelques mois, puis tu arrêtes. Tu arrêtes pendant un mois environ. Il y a aussi, tu peux mettre le vinaigre de cidre directement sur le poil. Pour les chats, ça peut être intéressant aussi. Moi, je fais ça avec ma chienne aussi. Donc, je mets ça sur de l'essuie-tout, en fait, et je tartine ma chienne avec ça. Ça repousse bien les puces et les tiques aussi. Donc, pour en revenir à l'ail, vous prenez la dose donc en fonction de la taille de votre chien, donc un quart à une demi-cuillère à café par jour, et vous écrasez l'ail et vous laissez à l'air libre pendant, on n'a pas de problème, Catherine, et vous laissez à l'air libre pendant à peu près 10-15 minutes, puisqu'il y a des principes actifs dans l'ail qui deviennent vraiment actifs lorsqu'ils sont exposés à l'air. Donc, vous laissez ça 10-15 minutes à l'air et ensuite vous pouvez mélanger ça avec la nourriture. Voilà. Alors, j'ai lu au niveau des résultats, euh, ils sont mitigés, on va dire. Donc, c'est pas super extra, on va dire puissant au niveau des puces et des tiques, mais c'est intéressant au niveau du système immunitaire de votre animal, enfin du chien, puisque comme je l'ai dit, je ne recommande pas du tout pour le chat, parce que ça peut être toxique. Voilà. Alors, il y a aussi la levure nutritionnelle. Alors, la levure nutritionnelle, c'est différent de la levure de bière. Ça se ressemble beaucoup. La levure de bière, par contre, c'est
dans le processus de fermentation de la bière. Mais des fois, ils rajoutent de l'ail dedans, d'autres choses. Et donc, si vous en donnez à votre chat, l'ail n'est pas forcément indiqué. Donc, je vous conseille pas de prendre de la levure de bière, mais plutôt de la levure nutritionnelle qui, elle, c'est vraiment de la levure tout seul. C'est de la levure inactivée, en fait. Donc la levure nutritionnelle, c'est l'idéal. Et en plus, la levure de bière, elle, c'est un petit peu plus amère, donc votre animal ne va pas forcément aimer. Moi, je donne de la levure nutritionnelle à ma chienne. Alors, ça a plein d'avantages déjà au niveau nutritionnel, parce que c'est très riche en vitamine B, surtout de la B12. Et puis, ça contient aussi du phosphore, et c'est très riche en protéines. Donc, ça peut être un complément alimentaire intéressant. Donc, ça donne pareil au niveau du sang, ça donne un goût qui n'est pas très intéressant, qui n'est pas très appétant pour les puces et les tiques. Alors, au niveau des doses, c'est à peu près un quart, je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. C'est donc à peu près un quart de cuillère à café, un quart à une demi-cuillère à peu près par jour. Quel que soit l'animal, chien ou chat, à peu près entre un quart et une demi-cuillère à café par jour. Juste petit aparté pour les chats qui ont des problèmes rénaux, insuffisance rénale, etc. Ne donnez pas de la levure nutritionnelle, puisque, comme je l'ai dit, c'est riche en phosphore et au niveau des reins, s'il y a une insuffisance rénale, c'est pas top. Donc, à éviter chez les chats en insuffisance rénale ou problèmes rénaux. Voilà. Pour finir, un autre remède qui peut être intéressant, ce sont les mélanges d'huile essentielle. Alors, comme j'ai dit, moi, je n'utilise pas trop les huiles essentielles pour les chats. Ils sont tellement sensibles. C'est pas quelque chose que je recommande nécessairement. Pour les chiens, par contre, j'utilise un mélange d'huile essentielle de géranium, de citronnelle et de menthe poivrée. Vous pouvez aussi utiliser l'huile essentielle d'eucalyptus. Je mélange, je mets des gouttes dans un petit contenant avec de l'eau et c'est dans un spray, je mets ça sur ma chienne. Alors, il y a beaucoup de différentes combinaisons d'huiles essentielles. Vous pouvez trouver différentes recettes, on va dire, sur Internet. Il y a aussi, je vous mettrai ça en lien, un site internet où il y a pas mal de ressources là-dessus pour créer une poudre insecticide naturelle. Donc, c'est fait à base d'huile essentielle et aussi des feuilles de neem. Alors, neem ou nîmes, je ne sais pas comment ça se prononce en français. C'est un remède ayurvédique, en fait, c'est un insecticide, un insectifuge, on va dire, parce que ça repousse les insectes. Et donc, c'est utilisé en Ayurveda. Et quand c'est combiné avec des huiles essentielles et de la terre de diatomée, ça peut créer une poudre qui repousse les tiques et les puces. Donc, ça peut être intéressant. Je vous mettrai ces ressources-là en commentaire. Et puis, pour ceux qui se sont inscrits, je vous enverrai ça par email. Voilà. Et puis, il y a aussi, en France, je crois que ça se trouve sous le vinaigre des 4 voleurs, si je ne me trompe pas. Vous pouvez l'acheter déjà tout fait.
C'est un mélange de vinaigre, de cidre avec des épices à l'intérieur, différents types d'épices, ou d'huile essentielle aussi, je crois. Et ça a l'air de marcher aussi pas mal au niveau pour repousser les tiques et les puces. Donc ça, je pense que vous pouvez trouver ça relativement facilement en parapharmacie ou magasin bio, je pense aussi. Donc ça s'appelle le vinaigre des 4 voleurs. Et donc, vous pouvez mettre ça sur votre animal, en fait, le mettre sur le pelage. Euh, donc, pareil, vous utilisez de l'essuie-tout ou une petite serviette et puis vous mettez ça sur votre chien. Je ne conseille pas forcément sur les chats, puisque je crois qu'il y a des huiles essentielles dedans. Donc, c'est plutôt pour les chiens. Voilà. Ben, je crois que j'ai fait le tour. Comme j'ai dit, je vous mettrai toutes les ressources, tous les liens vers des sites internet intéressants où vous avez pas mal de recettes. Vous pouvez faire votre propre remède avec tout ce que j'ai indiqué, essentiellement terre de diatomée, huile essentielle, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, si vous avez des idées, des sujets que vous voudriez que j'aborde, n'hésitez pas à m'en faire part. J'ai pas trop envie de m'engager sur une vidéo par mois parce que des fois je respecte pas toujours, mais de temps en temps, ou même en vidéo que je poste sur ma chaîne YouTube sans que ce soit nécessairement en conférence comme ça en live, n'hésitez pas à m'en faire part. Voilà. J'espère que ça vous a aidé, ça vous a donné des pistes pour peut-être changer les remèdes que vous utilisez, si vous utilisez le chimique ou peut-être moins utiliser le chimique en fonction de là où vous êtes, des problématiques que vous avez avec vos animaux et l'endroit où vous habitez. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir été présent. Et je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde, parce que je ne crois pas qu'il y ait de questions, donc il y en avait pas mal tout à l'heure, donc je vous laisse. Voilà. Et vous pouvez toujours me joindre en privé, je répondrai sur ma page Facebook et mon Insta. Voilà. Allez, ciao tout le monde. Bye bye. Merci d'avoir été présent.